Otaro est un lycéen en apparence tout à fait ordinaire, qui vient d'entrer au lycée. Mais de son point de vue, le monde entier semble gris. C'est un adepte du moindre effort, et il vit selon sa devise, si quelque chose n'est pas absolument nécessaire, il ne le fera pas. Et si c'est indispensable, alors il le fera le plus vite et le plus efficacement possible, histoire d'en finir. Il vit au Japon contemporain avec sa famille, c'est un solitaire invétéré qui déteste avoir une vie sociale. Ça vous rappelle quelqu'un, pas vrai? Aujourd'hui, c'est la rentrée, et il a bien décidé de passer toutes ses années seul, en dépensant le moins d'énergie possible, sans s'engager dans des activités futiles qui au final ne mènent à rien. Il entre dans l'enceinte du campus et est immédiatement agacé par tous ces étudiants hyperactifs qui accueillent les nouveaux et tentent de les convaincre de rejoindre leur club. Il les traverse sans un regard, range ses chaussures dans son casier, puis se dirige vers sa classe. Là, il retrouve Satoshi, son meilleur et unique ami qu'il connaît depuis presque toujours. Satoshi est parfaitement habitué à ses manies et à sa philosophie du moindre effort pour tout accomplir. Satoshi l'encourage pour cette nouvelle journée, pleine de possibilités infinies, mais Otaro refuse de montrer le moindre enthousiasme. Il lui demande pourquoi il est encore à l'école, de toute façon, vu qu'il est du genre à rentrer chez lui dès que les cours sont finis. Mais Otaro lui tend une lettre. En soupirant, Satoshi l'ouvre. Elle vient de la sœur d'Otaro, qui est en Inde pour le moment. Elle lui a écrit hier le suppliant de rejoindre le club de littérature classique, car personne ne le fait d'habitude. D'après elle, chaque année, le nombre d'élèves souhaitant rejoindre le club diminue, et elle craint qu'il ne soit fermé d'ici peu. Elle prétend avoir un lien spécial avec ce club de littérature, et lui demande de le rejoindre pour éviter qu'il ne disparaisse. Otaro a beaucoup d'affection pour sa sœur, et finit par accepter ses requêtes. Satoshi l'assure qu'il ne rencontrera aucune difficulté, car il n'y a pas d'autres membres au club de littérature. Donc s'il le rejoint, il aura toute une salle pour lui tout seul. Cela rend Otaro un peu content, en fait, car au moins, il n'aura pas à dépenser son énergie à parler à quelqu'un d'autre. Il dit au revoir à Satoshi avant d'aller chercher la clé à la salle des profs. Il arrive à la salle attribuée au club de littérature et est reconnaissant qu'elle soit située dans un coin très reculé de l'école. Il met la clé dans la serrure et ouvre. Une fois entré, il est surpris de voir une jeune fille aux cheveux noirs et courts qui regarde par la fenêtre. Elle se retourne, s'approche d'Otaro et se présente. Elle s'appelle Hiru. Elle prétend déjà connaître Otaro, car ils étaient ensemble à l'orientation. Ce qui choque Otaro, car il y avait plein d'élèves, et il n'avait même pas remarqué la présence d'Hiru. Elle lui dit qu'elle a rejoint le club pour des raisons personnelles, et lui demande s'il l'a aussi rejoint. Il refuse cependant rapidement, disant que non, il n'a pas rejoint. Maintenant que le club a un membre, il survivra, et lui n'aura pas à s'inscrire à quoi que ce soit. Il se retourne et commence à partir avant de lui dire de fermer les portes en partant. Hiru, cependant, lui dit qu'elle ne peut pas fermer la porte. Il lui demande pourquoi, et elle répond qu'elle n'a pas les clés. Otaro la regarde, perplexe, sort les clés de sa poche et les lui tend. Il lui demande si elle n'avait pas les clés, comment a-t-elle pu s'enfermer? Elle le regarde confuse et demande si la porte était fermée à clé. Otaro réalise qu'elle n'avait aucune idée d'être enfermée. Et ça rend la jeune fille curieuse, car elle veut résoudre le mystère de comment la porte a pu être verrouillée alors qu'elle n'avait pas les clés. Satoshi entre aussi dans la classe, venu prendre des nouvelles d'Otaro, et Hiru se retrouve mêlé au mystère. Otaro essaie de partir à nouveau, mais la jeune fille lui attrape les mains et le supplie de l'aider à résoudre cette énigme. Ce moment a captivé Otaro, qui n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant. Il finit par céder et lui demande si elle a remarqué quelque chose d'étrange. Elle répond qu'un peu avant d'entrer, elle a entendu un bruit de cliquetis. Et quand ils ont tous tendu l'oreille, ils ont eux aussi entendu des cliquetis. Ils sortent et aperçoivent le concierge, qui est en train de fermer toutes les salles inoccupées, car il possède la clé passe-partout. Ils réalisent tous que le concierge a dû penser que la salle était vide, à cause de son emplacement reculé, et l'a fermée, sans qu'Hiru ne remarque qu'elle avait été enfermée de l'intérieur. Hiru était satisfaite d'avoir découvert la vérité, et ils se sont tous dirigés vers leur casier. Elle demande à Satoshi s'il aimerait se joindre à eux, et même s'il fait déjà partie de plusieurs clubs, il accepte. Otaro essaie de leur dire qu'il ne rejoindra pas, mais Hiru lui attrape à nouveau les mains et lui demande de se joindre. Otaro fond à nouveau à son contact et finit par lui donner sa fiche d'inscription, faisant d'elle un membre officiel du club de littérature. Le lendemain, Otaro vient à l'école, et une fois la journée terminée, il est contraint de rester pour écrire une dissertation qu'ils avaient en devoir. Satoshi se moque de lui parce qu'il n'a pas rendu ses devoirs à temps, mais Otaro répond qu'il a simplement oublié de les apporter à l'école. Satoshi en rit et commence à lui raconter un nouveau mystère qui plane sur l'école. Selon lui, un matin, une fille remontait du terrain, alors qu'il pleuvait dehors. Elle a entendu la magnifique mélodie d'une musique classique jouant dans la salle de musique, mais tout était plongé dans l'obscurité. Intriguée, elle ouvre la porte, mais est horrifiée de voir que le piano est vide et la pièce semble déserte. La mélodie continue de jouer cependant et son cœur se met à battre plus vite à mesure que le morceau touche à sa fin. Dès que la musique s'arrête, elle sent un frisson lui parcourir l'échine et entend un bruit de raclement.
Soudain, du sol, une silhouette apparaît, les cheveux en bataille et les yeux injectés de sang. Elle titube pour se lever et commence à marcher vers la jeune fille. À ce moment-là, celle-ci claque la porte et s'enfuit aussi vite que possible. Il termine son récit et regarde Otaro avec excitation, mais son regard est accueilli par le même visage, sans enthousiasme, alors qu'il se remet à écrire sur sa feuille. Soudain, cependant, il demande à Satoshi si cette nouvelle a fait le tour de l'école. Et quand Satoshi lui dit que c'est une affaire plutôt importante, Otaro sent immédiatement qu'Hiru va bientôt venir le voir pour lui demander de l'aider à résoudre ce mystère. Il sort immédiatement un bout de papier et commence à gribouiller quelque chose, avant de dire à Satoshi de lui raconter une histoire inventée sur le mystère du clubhouse secret. Hiru arrive pile au bon moment, entre dans la pièce et se dirige droit vers leur bureau, demandant s'ils ont entendu parler du mystère de la salle de musique. Otaro, cependant, la coupe court et lui dit que Satoshi lui racontait un mystère très célèbre de l'école. Elle est immédiatement captivée, et Satoshi invente une histoire sur un club secret, connu sous le nom de Club de l'Araignée. C'est un club fantôme dont personne ne connaît les membres ni la façon dont ils sont choisis. On dit qu'ils affichent toujours leur annonce sur le tableau d'affichage, mais que seules quelques personnes triées sur le volet parviennent à la trouver chaque année. Cela l'intrigue immédiatement, et elle leur demande s'ils l'aideraient à le trouver. Otaro termine sa dissertation à ce moment précis, et lui dit que oui, il le fera. Ils remarquent tous le tableau d'affichage de leur étage, et le fouillent, mais ne trouvent rien de substantiel. Finalement, Otaro suggère qu'ils devraient peut-être descendre au tableau d'affichage principal, ce que tous trouvent être une bonne idée. Ils se dirigent vers le rez-de-chaussée et sont impressionnés de voir le tableau d'affichage rempli de tant d'affiches de tous les nombreux clubs de l'école. Le tableau d'affichage ressemble à une zone de guerre, car tous les clubs veulent y présenter leurs activités pour attirer le plus de regards. Ils commencent à regarder attentivement le tableau et passent en revue presque toutes les affiches, mais commencent à perdre espoir quand soudain, Otaro attire leur attention et les informe qu'il l'a trouvé sous l'une des affiches. Il lui montre la petite annonce du club de l'araignée, mais elle ne semble pas très impressionnée. Elle lui dit qu'elle a l'impression que ce mystère n'en était pas un au départ, car il y a beaucoup de failles. Il réalise cependant qu'il se fait tard et décide de se séparer. Satoshi et Otaro commencent à rentrer ensemble. Quand Satoshi lui demande pourquoi il a inventé ce mensonge et créé l'affiche pour le club de l'araignée, puis l'a placée sous l'autre annonce pendant que personne ne regardait. Otaro le regarde et lui dit qu'il ne voulait tout simplement pas aller à la salle de musique, car elle était de l'autre côté du couloir et pas du tout sur son chemin pour sortir de l'école. Satoshi le regarde, ébahi, et se met à rire, avant de lui demander s'il a la moindre idée du mystère de la salle de musique. Otaro le regarde, et lui dit que la salle de musique est presque toujours occupée par des élèves vraiment passionnés qui ont dédié toute leur vie à la musique. La pianiste, en particulier, a l'habitude de dormir dans la pièce, car elle ne veut pas perdre de temps. Alors elle a fermé les fenêtres de la salle, et s'est endormie en jouant un CD de musique classique sur le magnétophone. Ça lui servait de réveil, quand la musique s'arrêtait, elle le réalisait et se réveillait. C'est pourquoi, quand l'élève a ouvert la pièce, elle n'a vu personne au piano, mais a entendu la musique jouer. Et dès que la musique s'est arrêtée, elle s'est réveillée, groggy, les yeux injectés de sang à cause du manque de repos, ce qui a terrifié la pauvre élève, et elle s'est enfuie. Satoshi le regarde, admiratif, et lui dit que ses méthodes d'économie d'énergie vont être mises à rude épreuve à cause d'Hiru, car elle semble être la seule à pouvoir le forcer à travailler. Ils se séparent ensuite pour rentrer chez eux et prendre un repos bien mérité. Un mois s'est écoulé depuis le dernier incident, et Otaro semble s'être habitué à cette nouvelle routine. La plupart du temps, ça ne le dérange pas du tout, car il n'a qu'à y aller après les cours, s'asseoir un peu et lire un livre, ce qui, de toute façon, ne le dérange pas vraiment. Il préfère quand Hiru ne lui parle pas, et se contente de lire son livre. Mais elle a développé une adorable habitude. Elle lui offre des douceurs faites maison chaque fois qu'il s'installe pour lire. Un beau jour, alors qu'il lisait tranquillement après les cours et savourait son thé, Hiru se lève soudainement, déclarant que ce n'est pas comme ça qu'un club est censé fonctionner. Otaro la regarde et lui dit de s'asseoir et de ne pas gaspiller son énergie pour des choses inutiles. Elle, cependant, se plaint de la monotonie de leur club et du fait qu'ils ne font jamais rien d'amusant. Otaro la regarde et lui dit que leur club est censé être un club de littérature, pas un club de sport où ils devraient faire des activités. Elle, cependant, est catégorique et lui dit qu'il devrait commencer à préparer le prochain festival de l'école. Otaro lui répond qu'il n'a absolument aucun intérêt à faire quoi que ce soit pour le festival. Et Hiru lui rétorque qu'elle ne veut rien entendre sur le fait de ne rien faire pour le festival de l'école. Il la regarde, épuisée, et lui dit qu'ils ouvriront aussi des stands idiots, comme n'importe quel autre club, mais elle refuse. Elle lui dit que le club de littérature a une histoire très riche, et que chaque année, les membres du club ont créé une anthologie pour le festival, et qu'ils devraient vraiment faire de même. Otaro refuse catégoriquement d'avoir quoi que ce soit à faire avec ça, et lui dit qu'il ne veut pas dépenser autant d'énergie pour quoi que ce soit, et préférerait faire quelque chose de moins exigeant. Elle le harcèle tellement qu'elle lui demande si Otaro pense que créer une anthologie serait moins de travail que de la supporter chaque jour à le harceler pour en créer une. Alors il accepte sa demande. Il lui demande si elle a la moindre idée de comment cette chose doit être créée, ce à quoi elle répond que non.
Il lui demande comment elle va faire si elle n'a aucune idée de comment l'anthologie doit être écrite, mais elle répond qu'ils trouveront simplement les exemplaires des années précédentes et apprendront ensuite comment l'écrire. Otaro est de nouveau frustré par le travail qu'elle lui impose, mais il ne peut rien dire à cause de son apparente détermination. Alors, ils commencent tous les deux à fouiller toute la pièce à la recherche des exemplaires des anthologies des années précédentes. Ils ne parviennent pas à trouver les anthologies dans la pièce, alors Otaro s'assied à son bureau. Mais elle lui dit qu'ils n'ont pas encore fini et le traîne jusqu'à la bibliothèque, car elle est certaine que la bibliothèque aura les exemplaires. À la bibliothèque, il voit une jeune fille aux cheveux courts, assise derrière le comptoir, nommée Ebara. Elle semble connaître Otaro et fait une grimace quand il entre. Elle lui dit que s'il essaie là pour faire des bêtises, il n'est pas le bienvenu. Mais il lui rétorque une de ses propres piques, ce qui l'énerve passablement. Au même moment, cependant, Satoshi apparaît dans la bibliothèque, et l'humeur d'Ebara change immédiatement. Hiru semble confuse face à ce changement soudain, mais Otaro dit qu'Ebara aimait bien Satoshi à l'époque du collège, quand ils étudiaient ensemble. Satoshi est un dragueur hors pair, capable de faire fondre n'importe qui juste en leur parlant de sa voix charmante. Il demande à Otaro ce qu'il fabrique, et celui-ci répond que c'est plutôt une prise d'otage, car cette idiote Finidiru l'a arraché de force de son siège, où il avait joyeusement collé ses fesses pour ne pas avoir à bouger. Satoshi en rit et présente Hiru et Ebara l'une à l'autre. Hiru va droit au but, lui demandant si elle a vu l'anthologie de l'année précédente du club de littérature. Ebara regarde Otaro et ricane, lui demandant comment un loser comme lui a bien pu rejoindre un club. Mais, en vrai Sigma, il lui dit de fermer son clapet. Elle se tourne vers Hiru et répond qu'elle n'a aucune idée des anthologies, car elle ne les a pas vues à la bibliothèque, mais elle pense qu'elles pourraient être dans la réserve. Hiru lui demande s'ils peuvent voir la réserve, mais Ebara lui répond que seul le bibliothécaire peut les laisser y jeter un œil. Otaro en a assez de ses bavardages, et comme un vrai chat, il commence simplement à marcher vers la sortie. Il est, cependant, arrêté par Hiru, qui s'est juré de faire de la vie de ce pauvre homme un enfer. Elle lui dit qu'ils vont attendre le bibliothécaire, et pendant qu'ils se disputaient à ce sujet, Satoshi intervient, demandant à Ebara de raconter le mystère dont elle parlait plus tôt. Otaro se dit qu'il n'en verra jamais le bout si Ebara raconte un mystère, ce qui rend Hiru curieuse. Mais Ebara commence son histoire. Elle explique qu'elle reste à la bibliothèque tous les vendredis. Et pour une raison étrange, chaque vendredi, un livre est emprunté pendant la pause déjeuner, puis rendu avant la fin de la journée. C'est très déroutant, car quand on emprunte un livre, on peut le garder une semaine avant de le rendre. Mais pour une raison inconnue, la personne qui l'emprunte le ramène toujours le jour même. Hiru lui demande avec enthousiasme si elle peut jeter un œil au livre. Ebara le lui sort. C'est un très beau livre relié, à couverture rigide et en cuir, sur l'histoire de l'école. Hiru commente que le livre est joli, et tout le monde est d'accord. Otaro, pendant ce temps, essaie d'ignorer tout ça et décide de continuer à lire son livre, car il veut juste récupérer les anthologies et rentrer chez lui. Hiru, cependant, ne va pas laisser le jeune homme profiter de son temps libre et continue de lui mettre le livre sous le nez, tandis qu'Otaro la regarde comme s'il voulait la gifler. Il le regarde et dit que ce n'est peut-être pas si grave, et que certains élèves ne le regarderont pas pendant leur temps libre. Ebara, cependant, lui dit de regarder les personnes qui empruntent le livre. Il s'avère que chaque fois, c'est une personne différente qui emprunte le livre. C'est déroutant, car pourquoi différentes personnes emprunteraient-elles le même livre chaque semaine et suivraient-elles le même schéma ? L'emprunter pendant la pause déjeuner et le rendre avant la fin de la journée ? C'est effectivement très intriguant, et même Otaro semble très perplexe. Il ne veut cependant pas dépenser d'énergie pour de telles choses et essaie de s'en sortir en douce, mais Hiru le harcèle continuellement en lui mettant le livre sous le nez. Ebara leur dit finalement de se calmer et de ne pas faire trop de bruit dans la bibliothèque, et ils se taisent immédiatement. Otaro regarde Hiru, plein d'espoir, pensant qu'elle va reculer, mais elle ne lâche rien et semble vraiment têtue à le faire l'aider à résoudre cette affaire. Otaro finit par céder, réalisant qu'il ne pourra pas s'en débarrasser et que ce serait une utilisation inefficace de son énergie. Ses yeux s'illuminent car elle est vraiment excitée. Il s'assied et commence enfin à se creuser les méninges, et il leur dit que ce livre n'est certainement pas utilisé à des fins littéraires, car personne ne pourrait lire un si gros livre d'histoire en si peu de temps. Il affirme que le livre est utilisé à des fins cachées et demande à tout le monde s'ils ont des idées lumineuses. Ebara dit que les livres, s'ils sont bien empilés, peuvent servir d'oreiller. Satoshi prétend que si on attache ce livre à son bras, il peut servir de bouclier. Otaro les regarde avec mépris, mais Hiru, avec son grand cerveau, leur dit d'arrêter de plaisanter, car ce n'est évidemment pas à ça que les livres serviront. Otaro se tourne vers elle, plein d'espoir, attendant une bonne idée. Mais hélas, ce pauvre gars est entouré d'une bande de personnes dont le QI collectif équivaut à celui d'un mur de briques. Elle répond que la meilleure utilisation pour un livre comme celui-ci serait de s'en servir comme presse-cornichon.
Otaro en a assez et leur dit de fermer leur clapet pour qu'ils puissent réfléchir. Il réfléchit intensément, mais ne parvient à trouver aucun indice sur l'utilisation possible du livre, si ce n'est pour la lecture. Il commence à assembler quelques indices. Le premier, toutes les personnes qui ont emprunté le livre étaient des filles, et toutes appartenaient à la classe de seconde. Il propose que ce soit un signal de oui ou de non. Par exemple, si le livre est posé droit, c'est un oui, et s'il est inversé, c'est un non. Ebara, cependant, leur dit que ce ne doit pas être le cas, et les emmène à l'endroit où elle garde les livres de tout le monde. Et là, ils sont tous rangés de manière aléatoire. Otaro est maintenant à court de réponses, et Ebara se moque de lui parce qu'il ne trouve rien. Mais soudain, cette dingue d'Hiru commence à sentir le livre comme une vraie fouine, et Ebara est effrayé par ces drôles de manières, reculant quand soudain Hiru dit que le livre sent la peinture. Ebara essaie de le sentir, mais elle dit qu'elle ne sent rien. Otaro, cependant, a soudain une idée lumineuse, et dit à Hiru d'aller vérifier quelque chose pour elle. Mais elle le force à l'accompagner, ce qui l'agace encore une fois au plus haut point. Mais il n'a plus l'énergie de discuter et l'accompagne simplement. Il les conduit tous à la classe d'art et fait remarquer qu'il n'y a qu'un seul cours le vendredi où des filles de différentes sections se retrouvent, c'est le cours d'art facultatif. Il pense que chaque fille qui a emprunté le livre l'a emmené à ce cours d'art. Mais les autres sont toujours confus quant à l'utilité du livre. Otaro leur dit qu'ils vont bientôt le découvrir par eux-mêmes et entrent dans la salle d'art. Dès qu'ils entrent dans la classe, ils sont surpris de voir que presque toutes les peintures en cours de réalisation représentent une fille avec un livre. Potaro explique que le livre a une magnifique couverture en cuir vintage, d'une couleur parfaite pour servir de motif à une œuvre d'art, et comme aucun des élèves ne veut se trimballer un tel pavé, ils préfèrent l'emprunter chaque vendredi et le rendre le jour même. Ebara et Hiru sont toutes deux très impressionnées par le charisme fou d'Otaro et veulent probablement qu'il soit le père de leurs enfants. De retour à la bibliothèque, elles se mettent à bavarder, tandis qu'Otaro les observe, pensant que ce n'est pas ce qu'il avait prévu pour le lycée, car il n'est pas là pour se faire des amis ou des souvenirs. Il veut juste en faire le moins possible, et commence donc à partir. Mais Hiru le retient à nouveau, lui disant qu'ils doivent attendre la bibliothécaire, car ils ont besoin de l'anthologie. Finalement, la bibliothécaire arrive. Satoshi se présente, ainsi que les autres, et lui demande si elle a vu l'anthologie créée par le club de littérature. Mais elle répond que les anciens numéros ne sont malheureusement pas dans les rayons, et qu'il faudra les trouver ailleurs. Hiru est triste d'entendre ça, mais Satoshi, toujours aussi énergique, lui dit qu'ils la trouveront bientôt. Pour la journée, ils rentrent tous chez eux. Le lendemain, tôt le matin, Otaro reçoit un appel et doit se réveiller un dimanche. La plante est Hiru. Il lui demande ce qui était si urgent que ça ne pouvait pas attendre le lendemain, mais Hiru s'excuse simplement et lui dit qu'elle veut le rencontrer aujourd'hui. Otaro essaie d'éviter ça, elle commence à le supplier, et il est incapable de lui dire non. Plus tard dans l'après-midi, Otaro entre dans un café et attend Hiru, sirotant son café car elle est en retard. Finalement, elle arrive dans une jolie robe et s'assied avec lui, faisant tourner nonchalamment la crème dans sa tasse. Otaro la regarde et lui demande de quoi elle veut parler. Elle commence à tourner autour du pot, ce qui l'agace. Il se lève et lui dit qu'il partira si elle ne parle pas vite, mais elle l'arrête rapidement et lui dit qu'elle est nerveuse. Il lui demande de quoi elle est nerveuse, ce qui la fait le regarder timidement. Elle répond qu'elle veut lui avouer quelque chose. Otaro est si surpris que son esprit se vide, il reste silencieux et l'écoute, le cœur battant fort, pensant que c'est une déclaration d'amour. Hiru a continué à tourner autour du pot jusqu'à ce qu'elle finisse par lâcher qu'elle voulait son aide pour résoudre un de ses mystères. Otaro la regarde d'un air vide, la vérité s'installant lentement, il a l'idée magistralement piégée par le destin, et elle veut juste son aide pour un autre mystère. Elle lui raconte qu'elle avait un oncle, Siki, qui étudiait dans leur école il y a 45 ans, et qui était même le président du club de littérature classique. Il y a 7 ans, son oncle est parti en voyage en Inde, mais tout contact a cessé. Il a été porté disparu. Plusieurs enquêtes ont été menées, mais aucune trace de lui n'a jamais été trouvée. Elle lui dit qu'elle et son oncle étaient très proches quand elle était jeune, et qu'il passait toujours du temps avec elle. Waouh, flippant. Malgré tout, elle garde de très bons souvenirs de lui, car c'était une bonne personne, et elle l'emmenait souvent jouer dans les parcs. C'était aussi un individu très intelligent, qui avait réponse à tout. Selon elle, elle pouvait lui demander n'importe quoi, et il lui répondait toujours, étanchant sa curiosité, et lui donnant plus de connaissances sur le monde. Elle dit à Otaro que, d'une certaine manière, il ressemble aussi à son oncle, ce qui est très particulier, mais ses raisons sont que, tout comme son oncle, il est capable de résoudre chaque mystère qui se présente à lui, et a une réponse à presque tout. Elle en vient ensuite au fait. Elle révèle qu'un beau jour, alors qu'elle jouait chez elle, elle a posé une question à son oncle. Mais cette fois, au lieu d'une réponse solide accompagnée d'un rire chaleureux, elle se souvient avoir entendu quelque chose de vraiment tendu et triste, à tel point qu'elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes sans s'arrêter. Ce qui était surprenant, c'est que même son oncle semblait si bouleversé
qu'il n'a même pas essayé de la consoler, mais est resté assis là, immobile. Finalement, sa mère est venue la ramener dans sa chambre, où elle a fini par s'endormir, épuisée par tous ses pleurs. Otaro l'écoute solennellement. Elle lui dit que le problème, c'est qu'elle ne se souvient ni de ce que son oncle lui a dit, ni de la question qu'elle lui a posée. Selon elle, toute cette épreuve était si perturbante pour son jeune esprit qu'elle a fini par la bloquer complètement de sa mémoire et n'en a aucun souvenir. Elle regarde Otaro et commence à le supplier de l'aider, mais avant même qu'elle ne puisse finir sa phrase, il refuse. Otaro réalise que c'est une partie très importante de son enfance et qu'il y a de fortes chances que toute sa vision de la vie soit changée si elle se souvient exactement de ce que son oncle a dit. Il ne veut pas prendre la responsabilité de quelqu'un, surtout quand cela peut changer toute sa personnalité. Il lui dit qu'elle peut se renseigner elle-même et qu'elle a d'autres amis qu'elle peut recruter pour l'aider. Elle le regarde avec des yeux remplis de tristesse et répond qu'elle a bien essayé de le découvrir seule. Elle a fait le tour de la salle des profs, interrogeant chaque enseignant sur son oncle, mais malheureusement, aucun d'entre eux n'était à l'école depuis assez longtemps pour le connaître. Elle ajoute aussi qu'elle n'est pas du genre à raconter son passé à n'importe qui, car elle est très sensible à ce sujet et ne veut pas que les gens sachent. Elle ne lui demanderait qu'à lui, parce qu'elle pense qu'il ressemble beaucoup à son oncle et qu'il peut penser comme lui. Il lui dit qu'elle a encore 3 ans dans ce lycée, ce qui est suffisant pour se souvenir de quelque chose comme ça toute seule, mais elle répond qu'elle veut se souvenir de ce que son oncle a dit avant ses funérailles. Il n'y a eu aucune nouvelle de son oncle depuis 7 ans, et maintenant il est déclaré mort, et ses funérailles auront lieu bientôt. Elle veut se souvenir de ce qu'il lui a dit quand elle lui fera ses adieux. Elle baisse alors les yeux pour essayer de contrôler ses larmes. Otaro la regarde et a l'impression qu'elle n'est qu'une petite fille, cherchant sans but dans le sable un jouet qu'elle a perdu. Il lui dit finalement qu'il l'aidera, mais qu'il ne prendra aucune responsabilité quant à sa santé mentale. Elle le regarde avec des yeux pétillants et lui dit que ça lui va très bien, puis le remercie. Des jours se sont écoulés depuis cet incident, et le temps des examens de mi-parcours est arrivé. Pendant ces examens, toutes les activités des clubs cessent afin que les élèves puissent se concentrer sur leurs épreuves. Naturellement, le club de littérature est aussi fermé pour le moment, ce qui signifie que Otaro voit à peine Hiru et passe généralement son temps uniquement avec Satoshi, qui est dans sa propre classe. Ses journées se résument à étudier pour les examens, aller à l'école, puis encore étudier pour les examens, jusqu'à ce que les dernières épreuves soient terminées. Il rentre chez lui et s'allonge sur son lit, enfin détendu, maintenant que les examens sont terminés. Il jette un œil distrait à sa table d'études et aperçoit une lettre de sa sœur. Il l'ouvre et en lit le contenu, qui indique qu'elle est actuellement à Istanbul, non pas en ville, mais à l'intérieur de l'ambassade du Japon, car quelque chose a mal tourné avec son passeport. Dans la lettre, elle demande des nouvelles d'Otaro s'il apprécie le club de littérature, et s'il y a d'autres membres que lui. Elle mentionne aussi que le festival de l'école doit approcher, et qu'il devrait créer une anthologie pour l'occasion, comme le veut la tradition du club de littérature depuis sa création. Elle lui donne aussi une information très importante juste après, qui a résolu pas mal de problèmes liés à la création d'une anthologie. Elle lui dit que les exemplaires de l'anthologie de l'année précédente ne se trouvent ni à la bibliothèque, ni même dans les rayons. Ils sont tous conservés à l'intérieur d'un coffre-fort à verrouillage chimique qui se trouvait dans la salle du club. Elle ajoute aussi qu'il n'est pas verrouillé, donc ils peuvent simplement l'ouvrir et le trouver. Otaro est soulagé, car maintenant ils n'auront plus à chercher partout les anthologies de l'année précédente. Le lendemain, ils se retrouvent tous dans la salle du club, et au fait, apparemment, Ebara est aussi membre du club de littérature maintenant. Otaro commence à parler aux filles, il les informe de la lettre, et la leur montre, et elles sont même contentes. Mais ensuite, ils regardent autour d'eux, et découvrent qu'il n'y a pas de coffre-fort à verrouillage dans leur salle de club. Ils commencent tous à réfléchir à ce qui a pu se passer, mais Otaro leur dit calmement de se détendre. Car c'est juste que chaque fois qu'une nouvelle session commence, les salles de classe où se tiennent les clubs sont changées. Ils se lèvent rapidement et décident d'aller à la salle des professeurs pour se renseigner sur les salles de classe de l'année précédente où se tenaient les clubs. Mais Otaro les arrête et leur dit qu'il a déjà demandé, et l'année dernière, le laboratoire de biologie servait de base d'opération au club de littérature. Les deux filles sont impressionnées par sa rapidité. Elles commencent à sortir de la pièce pour aller voir le laboratoire de biologie, et Otaro s'assied joyeusement, lisant son livre. Il pense qu'elles l'ont enfin oublié, mais bien sûr, Hiru revient et l'entraîne avec elle. Otaro ouvre la marche, mais en s'approchant de la salle de biologie, il remarque 2 petites boîtes fixées de chaque côté des couloirs, ce qui éveille ses soupçons. Les deux filles ne semblent pas l'avoir remarqué, alors qu'elles avancent, frappant à la porte et appelant. L'une d'elles essaie la porte, mais réalise qu'elle est fermée. Alors elles attendent dehors, quand soudain, un élève plus âgé et aux cheveux longs sort de la pièce, leur souriant avec gêne et essayant de couvrir la porte ouverte avec son corps. Il leur dit que le laboratoire est actuellement occupé par le club de journalisme, mais qu'il est seul aujourd'hui, car aucun des autres membres n'est venu. Otaro remarque une très forte odeur de désodorisant émanant de lui, alors qu'il demande aux filles pourquoi elles sont là. Hiru répond qu'elle est la présidente du club de littérature et qu'elle voulait récupérer le coffre-fort de la pièce, qui contient leurs anthologies.
L'aîné semble sursauter à la mention d'un casier, et leur dit qu'il n'a vu aucun casier de ce genre à l'intérieur de la pièce. Elles lui disent quand que ça doit se faire à l'intérieur quelque part, puisque cette pièce était occupée par le club de littérature l'année dernière. Mais l'aîné leur répète fermement que le casier n'est pas là. À ce moment-là, Otaro décide qu'il devrait repartir et fait ses adieux à l'aîné, commençant à reculer. Mais Ebara et Hiru insistent toutes les deux, demandant à l'aîné de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Car sinon, ils devront fouiller toute l'école pour retrouver les anciens numéros. Dès qu'Otaro entend parler de devoir fouiller toute l'école pour les livres, il revient, car il n'est absolument pas question qu'il se donne autant de mal et dépense autant d'énergie. Alors, il reste. Ebara se met face à l'aîné et lui dit que, techniquement parlant, c'est toujours une salle de classe, et qu'ils ont le droit d'y jeter un coup d'œil s'ils le souhaitent. L'aîné réfléchit un instant, puis leur dit sournoisement qu'ils peuvent regarder à l'intérieur, mais qu'ils doivent faire vite et ne rien démonter pendant qu'ils travaillent. Il ouvre la porte et ils se précipitent tous à l'intérieur de la pièce. La première chose qu'Otaro remarque, c'est que la table est jonchée de papier, et qu'il y a aussi un appareil radio. La fenêtre était ouverte, et le ventilateur soufflait également vers la fenêtre. L'aîné a l'air très mal à l'aise, tandis que les autres jettent un coup d'œil aux alentours. Finalement, Hiru revient, en disant qu'elle n'a pas trouvé le coffre-fort et qu'il n'est peut-être pas ici, ce qui semble apporter un certain soulagement à l'aîné. Mais Otaro l'arrête et demande à l'aîné s'ils ont déplacé des affaires, ce à quoi il répond qu'ils ont bien bougé un tas de cartons ici et là. Otaro lui dit rapidement qu'ils devront fouiller toute la pièce, car il y a tellement de désordre qu'ils ne savent pas vraiment où les choses pourraient être cachées. L'aîné devient immédiatement très agité et lui dit qu'il n'a pas le temps pour toutes ces bêtises. Mais Otaro lui dit aussitôt qu'il n'aura rien à faire, mais l'aîné commence à transpirer et lui dit qu'il ne veut pas qu'on touche à ses affaires car il est vraiment occupé. Otaro lui dit qu'ils remettront tout à sa place. Mais l'aîné s'agite encore plus et lui dit de se taire et de sortir de sa salle de club, respirant bruyamment. Les filles semblent un peu effrayées, mais Otaro se tient là, défiant, et lui dit que s'il le veut ainsi, alors il partira et fera fouiller toute la pièce de fond en comble par un membre du personnel pour leur livre. Cela fiche une trouille bleue à l'aîné et il se met immédiatement à transpirer et à trembler de colère et de peur. Il le regarde droit dans les yeux et lui dit qu'il a une course à faire à la bibliothèque et qu'il reviendra bientôt. Il dit à l'aîné qu'il n'a aucun intérêt pour autre chose que les anthologies et que s'il les trouve pendant son absence, il devrait les laisser dans la salle du club de littérature. L'aîné semble bouillir de rage, mais il ravale sa colère et lui dit que s'il les trouve, il les informera. Il sort, emmène les filles avec lui et leur dit d'attendre un peu avec lui devant la bibliothèque. Après un moment, ils retournent à leur salle de club et à leur surprise, les anciens numéros de l'anthologie sont déjà soigneusement empilés sur leur table. Ebara et Hiru commencent à feuilleter les volumes un par un, quand Ebara regarde Otaro et lui demande comment il savait que l'aîné avait les livres. Il l'emmène dans un coin et lui dit que ce qu'il va lui révéler doit rester un secret. Il lui dit ensuite qu'il a remarqué les capteurs infrarouges dans le couloir que l'aîné avait installés et qu'il a immédiatement eu des soupçons. Quand il a ouvert la porte, il essayait de cacher quelque chose, car il portait une îlot de Cologne très forte, fraîchement appliquée. De plus, quand on regarde à l'intérieur, il avait les fenêtres ouvertes et le ventilateur en marche, pointé vers la fenêtre, alors même qu'il y avait un tas de papier qui aurait pu très facilement s'envoler dehors à cause du ventilateur. Alors, pourquoi ferait-il ça? Ebara comprend soudain et dit « Des cigarettes !» Otaro hoche la tête, expliquant que l'aîné fumait dans la pièce et qu'il a un appareil radio qui l'alerte dès que quelqu'un traverse le couloir pour s'approcher de sa pièce. Il vient d'une famille très prestigieuse, donc s'il était pris en train de fumer dans l'enceinte de l'école, ce serait une très grave infraction au règlement, et il ne peut pas prendre le risque de déshonorer le nom de sa famille. Otaro affirme que l'aîné a dû garder les cigarettes et le briquet à l'intérieur du coffre-fort lui-même et les cacher pour que personne ne les trouve, et c'est pourquoi il ne voulait pas leur montrer l'emplacement du casier. Ebara le regarde avec admiration, elle n'aurait jamais imaginé qu'il était si perspicace, mais ils sont interrompus par le gars au charisme débordant, Satoshi, qui entre dans la pièce déguisé en tournesol géant. Ebara l'informe des anciens numéros qu'ils ont trouvés et les lui montre, tandis qu'Otaro tourne son attention vers Hiru, qui examine très sérieusement l'un des numéros. Elle le regarde, l'emmène à part et lui montre le numéro, qui s'appelait Yuka. Elle lui dit que c'était ça, la chose dont elle avait parlé avec son oncle, et c'est à ce moment-là qu'il a dit quelque chose qui l'a fait pleurer. Elle lui tend le numéro, disant qu'il contient le nom de son oncle à plusieurs reprises. Elle lui dit que quelque chose s'est passé il y a 45 ans au club de littérature, et Otaro commence à lire ce que le numéro disait. Il est écrit qu'un an s'est écoulé depuis que Siki a quitté le lycée. Non seulement en héros, mais en légende et en véritable inspiration pour tous, car il a tout sacrifié pour le bien commun et restera à jamais gravé dans l'histoire de l'école. Elle se prend la tête disant qu'elle est si près de savoir ce qu'il a dit, mais que ça ne lui revient pas. Otaro regarde le numéro de cette anthologie, et il s'avère que c'est le deuxième numéro.
Alors il se tourne vers Ebara pour trouver le premier numéro, mais elle le regarde choquée et dit que le numéro 1 manque dans la pile. Eru semble triste que le numéro 1 manque, mais il décipote de rentrer pour la journée. Sur le chemin du retour, Otaro demande à Eru pourquoi elle ne sollicite pas l'aide de Satoshi et d'Ebara. Elle répond qu'elle ne veut pas que beaucoup de gens soient au courant. Mais Otaro lui demande alors si elle les considère comme ses amis. Et Eru s'arrête net au milieu du chemin et lui dit qu'elle leur révélera son problème demain. Le lendemain, elle explique tout à Satoshi et Ebara. Et tous deux sont très solidaires, faisant de l'objectif principal du club de découvrir ce qui s'est passé il y a 45 ans. Le dimanche suivant, ils décident tous de se rendre à la résidence d'Eiru avec un tas de théories et d'hypothèses sur ce qui aurait pu se produire il y a 45 ans. Otaro, apathique comme à son habitude, attend l'arrivée de Satoshi. Soudain, il entend la voix excentrique de Satoshi arriver de loin, à vélo, vers lui. Il manque de percuter Otaro, qui se pose des questions sur sa sexualité, mais lui dit qu'il n'est pas de ce bord-là et qu'il est aussi droit qu'un i. Ils commencent tous deux à pédaler vers la campagne, loin de l'agitation de la ville. Otaro demande à Satoshi s'il aime sa vie au lycée. Toujours si énergique et joyeux. Satoshi ralentit et lui dit que bien sûr, il a sa part de problèmes, mais qu'il aime voir la vie en rose autant que possible et essaye de trouver le bonheur dans chaque situation. Otaro réfléchit à lui-même, et à quel point il est l'exact opposé de Satoshi à cet égard. Il vit sa vie dans des nuances de gris. Pas ce genre de gris, bande de petits coquins, il aime juste que sa vie soit très monotone, et n'aime pas beaucoup interagir avec les gens. Après avoir pédalé un bon moment, ils atteignent la résidence d'Iru, qui est pour le moins immense. La maison est assez grande pour contenir mes insécurités, mais pas assez pour contenir mon amour pour vous, magnifiques idiots abonnés à cette chaîne. Ils entrent dans la maison, espérant qu'une jolie femme de chambre les introduirait, mais au lieu de cela, ils trouvent Iru, qui les escorte à l'intérieur. Ils traversent un tas de pièces qui semblent très anciennes et préservées dans le temps. Ils atteignent la pièce où Ebara est déjà assise par terre, près de la table. La team du sol, on est là! Ils s'assoient tous près de la table, et finalement, Iru ouvre officiellement la réunion. Elle dit qu'ils exposeront tous leurs théories une par une, tandis que les autres décideront si cela semble probable ou non. Iru commence. Elle a préparé un tas de notes et distribue une feuille à chacun. Elle commence à parler, et sa théorie est qu'il y a 45 ans, pendant le festival, une bande de punks a dû s'infiltrer, commencer à harceler les élèves, et même à voler de l'argent au stand que les élèves avaient préparé. Puis Siki, le président du club de littérature, s'est opposé à leur injustice et a obtenu le soutien des élèves, et avec leur aide, il a fini par chasser les punks. Pendant toute cette agitation, il a dû frapper l'un des punks, ce qui a été vu par un professeur, et comme il était violent, il a été renvoyé de l'école. Elle termine et attend avec impatience le jugement de ses amis, qui lui disent drôle le tous qu'ils ne pensent pas que ce soit très probable. Il y a deux raisons principales à cela. Tout d'abord, la culture punk a pris de l'importance il y a 40 ans, alors que l'événement dont nous parlons remonte à 45 ans. Deuxièmement, l'école a formellement interdit tout stand payant, car cela rend les élèves trop obsédés par l'argent. Au lieu de créer de l'art, ils se lancent dans des combines pour se faire du fric, vous voyez le genre. Alors, s'il n'y a pas de stand payant, comment vont-ils s'infiltrer pour extorquer de l'argent? Eiru se rassoit, admettant que leurs arguments tiennent la route. Satoshi, le roi du riz, s'affale sur le tapis, demandant s'ils peuvent d'un brave s'installer dehors, car ses jambes s'endorment et le temps est bien trop magnifique pour rester enfermés. Iru leur dit qu'ils peuvent s'asseoir près de la véranda, qui donne sur l'étang, et Ebara, comme Satoshi, acceptent avec enthousiasme. Ils se repositionnent, et la personne suivante, Ebara, prend la parole. Elle théorise qu'il y a 45 ans, l'école dans son ensemble devait lutter contre le gouvernement, qui cherchait à prendre le contrôle des établissements pour imposer sa propagande aux jeunes esprits des élèves, afin de se créer un électorat fidèle, une vraie machine à voter. Ceci, cependant, a dû échouer quand l'école, enseignants et élèves confondus, a fait bloc et a commencé à repousser leur propagande, ce qui a dû entraîner une flopée de grèves et de manifestations. Au milieu de tout ça, Siki devait être un vrai meneur, et s'il a attiré l'attention du gouvernement, ils ont sûrement usé de leur pouvoir pour le faire virer de l'école, ni plus ni moins. Otaro et Satoshi reconnaissent tous deux la théorie qu'elle a avancée, mais affirment aussi qu'il y a quelques incohérences. Avant cela, cependant, Satoshi prétend qu'il a vraiment faim. Alors Iru leur dit de venir dans la cuisine et de discuter de la théorie pendant qu'elle leur prépare de bons onigiri. Satoshi est évidemment bien trop ravi d'avoir des onigiri faits main par Iru, ce qui énerve Ebara au plus haut point. Ils s'installent tous à table, tandis qu'Iru commence à préparer de magnifiques onigiri qu'ils dévorent tous avec appétit. Elle est très matérialiste, mais Ebara reste la meilleure. Satoshi explique que sa théorie est aussi à peu près la même, mais pas tout à fait. Il expose sa théorie en distribuant un tas de pages remplies d'articles de journaux et de toutes sortes de choses. Il affirme qu'il y a 45 ans, la lutte de pouvoir n'était pas entre le gouvernement et les institutions éducatives, car le gouvernement régnait en fait avec un régime pacifique en des temps prospères.
La principale lutte de pouvoir de cette époque était entre les élèves et les professeurs. Une vraie guerre des générations. Ils devaient pousser les élèves à se concentrer davantage sur les études, tout en essayant de réduire les jours du festival, ce qui a dû mener à une lutte de pouvoir entre élèves et professeurs, au cours de laquelle Siki a dû frapper un enseignant, entraînant son départ du collège, ni plus ni moins. Il a montré les coupures de journaux sur les manifestations, mais Hotaru affirme que ce n'est pas possible, car les protestations ont eu lieu en juin, mais Siki a été viré de l'école en octobre. Il y a un long décalage entre les deux, donc son renvoi ne peut pas être lié aux manifestations, c'est évident. Même Satoshi s'assied. Affirmant qu'il n'a plus d'autres idées lumineuses, ils se tournent tous vers Hotaru, qui devient soudain très mal à l'aise, car il n'a rien écrit de nouveau. Tout ce qu'il avait noté ayant déjà été discuté par les autres, quelle galère! Ils commencent tous à le presser de parler, ce qui le met mal à l'aise, et il se lève, demandant où se trouvent le poivre les toilettes. Hiru lui indique le chemin, et il s'en va. En chemin, il aperçoit une pièce, qui s'avère être la chambre d'Hiru. Tiens donc. Il jette un coup d'œil à l'intérieur, et voit qu'elle a travaillé dur pour accumuler toutes ses théories, ce qui le fait se sentir mal à cause de son manque d'efforts. Il entre dans les toilettes, décide qu'il va lui aussi commencer à faire de sérieux efforts, et se met à se creuser les méninges, essayant de trouver n'importe quelle théorie susceptible de résoudre ce mystère, quel casse-tête. Finalement, après quelques minutes, il tombe sur une théorie et sort des toilettes. Il s'assied et leur dit qu'il a peut-être trouvé quelque chose, et ils écoutent tous avec impatience. Il révèle que ce mystère a un tas de pièces mobiles, un vrai puzzle. Tout d'abord, nous savons qu'un incident s'est produit en juin, mais Siki a quitté l'école en octobre, il y a donc plusieurs mois d'écart. Deuxièmement, l'incident a eu lieu à l'intérieur du lycée, et nous savons aussi qu'il y avait deux factions qui s'opposaient, une vraie guerre intestine. Grâce au bulletin mensuel, nous apprenons que les factions rivales étaient les élèves et les professeurs. Et selon lui, c'était parce que les professeurs arrachaient le pouvoir de décision aux élèves et leur refusaient quelque chose qu'ils désiraient vraiment, un vrai bras de fer. Maintenant, si vous réfléchissez bien, il y a très peu de choses que tous les élèves pourraient vouloir collectivement dans leur lycée, et c'est le festival scolaire qui donne aux élèves l'autonomie de s'exprimer et d'être suffisamment créatifs en prenant les commandes de la situation et en créant quelque chose de nouveau chaque année, c'est ça la clé. C'était sûrement le point de discorde. Nous savons aussi qu'avant, les festivals duraient 5 jours, mais maintenant ils ne durent que 3 jours, ce qui signifie que quelque chose s'est passé à ce moment-là, qui a mené à cela. Sa théorie est que les professeurs voulaient réduire le nombre de jours du festival, mais les élèves n'étaient pas prêts à céder, pas du tout. Ils ont organisé un tas de manifestations, et il devait y avoir beaucoup de mécontentement général, mais finalement ils sont parvenus à un accord avec les professeurs, et ont pu organiser le festival comme ils le voulaient. Siki a dû être l'un des précurseurs de ces événements, ce qui l'aurait mis sous les feux de la rampe la plupart du temps, et l'aurait fait remarquer par les professeurs, c'est certain. Pour éviter toute autre révolte plus tard, le corps enseignant a dû décider de se débarrasser de lui, mais il ne pouvait pas le virer immédiatement car il était considéré comme un héros par les autres élèves. S'il l'avait renvoyé, cela aurait pu provoquer un tollé général et d'autres problèmes, bien sûr. Alors ils ont décidé de prendre leur temps et d'attendre quelques mois que les choses se calment. Une fois que tout s'est tassé, ils l'ont finalement viré pour des raisons sans rapport. Il a dû partir comme un héros, et c'est pourquoi le numéro 2 l'a présenté comme une légende à son départ, c'est clair. Il a finalement cessé de parler et a regardé tout le monde, qui était impressionné par sa déduction. Hiru a souri tristement et a baissé les yeux, disant qu'elle savait enfin ce qui était arrivé à son oncle. Ebara et Satoshi ont également affirmé n'avoir aucune objection à l'histoire, car elle semblait être à toute épreuve, vraiment. Et Hiru, cependant, ne semblait toujours pas très satisfaite du résultat, et a demandé que s'il avait quitté l'école fièrement comme une légende, pourquoi avait-elle pleuré quand il lui en avait parlé, quand elle était jeune? Hotaru, cependant, n'avait pas de réponse à cela, et Heiru a rapidement secoué la tête et l'a remercié pour son aide, car le mystère était enfin résolu. Ouf. Ils se préparent à partir, et Heiru prête son parapluie à Hotaru, car il a déjà commencé à pleuvoir. Le roi du Riz, lui, est évidemment toujours préparé et a apporté son propre imperméable. Après s'être dit au revoir, ils quittent tous les deux sa maison, sous la pluie battante. En rentrant chez eux, Satoshi commence à parler de la façon dont, après très longtemps, Hotaru semble s'investir dans quelque chose et y met réellement des efforts. Hotaru ne répond pas à cela, mais Satoshi demande alors « C'est parce que tu aimes Hiru, n'est-ce pas ?» Il le regarde et dit qu'il n'y a rien de tel, qu'il est juste fatigué de vivre une vie grise et qu'il veut commencer à vivre sa vie avec un peu plus de couleur. Il dit à Satoshi que quand il les regarde tous les trois, il se sent agité et veut faire quelque chose aussi, c'est tout. Peut-être est-il simplement envieux de leur vie rose comparée à la sienne, si grise. Satoshi ne sait pas quoi dire et il remonte silencieusement sur leur vélo et commence à pédaler. Il rentre chez lui, plongé dans une profonde réflexion sur les conversations qu'il a eues aujourd'hui, un vrai casse-tête. Il se souvient de la première fois qu'il a vu Heiru et du temps qu'il a passé avec elle, réalisant qu'à ces moments-là, le monde n'était plus gris pour lui et que tout s'était rempli de couleurs autour de lui. C'était chaud et agréable, un vrai bonheur. Il se demande si la vie est la même pour Seki aussi, mais avant qu'il ne puisse trop réfléchir, il reçoit un appel téléphonique et se précipite pour décrocher. L'appel vient de sa sœur, qui lui dit qu'elle a déménagé dans un nouveau pays et qu'elle s'amuse beaucoup ici, c'est génial. Elle lui raconte ses mésaventures jusqu'à présent, puis lui demande ce qu'il est devenu. Hotaru répond qu'il a travaillé activement à la création de l'anthologie,
puis lui dit qu'il a lu Yuka, figure-toi. Ce nom attire immédiatement son attention, et elle dit que Yuka était l'un de ses préférés, et demande si la tragédie du bon cœur Hiroseiki circule toujours. Ce mot attire son attention car jusqu'à présent, pour autant qu'il sache, Seki avait quitté l'école en légende et était heureux de ce qu'il avait fait, mais le mot tragédie ne collerait pas ici, pas du tout. Otaro demande rapidement à sa sœur d'en dire plus, mais elle dit qu'elle doit y aller et raccroche. Il retourne dans sa chambre et étale à nouveau les papiers, réalisant que l'histoire qu'il a et la théorie qu'il a créée sont incomplètes, c'est évident. Il y a certainement une autre partie à cela, car selon l'histoire, il aurait quitté l'école avec un sourire aux lèvres et l'amour de chaque élève et n'aurait eu aucun regret. Mais pour que ce soit une tragédie, il manque une partie importante, c'est sûr. Il réfléchit davantage et réalise que pour la plupart des gens, le lycée représente les années les plus intensément heureuses de leur vie, où ils vivent pleinement leur vie en rose. Mais pour Sake, sa vie en rose a été brusquement écourtée, et il a dû retourner à une vie grise après avoir quitté l'école, quel dommage. Une personne comme ça peut-elle être vraiment heureuse? Il réalise que ce n'est pas un conte héroïque comme il le pensait, mais qu'au lieu de cela cache quelque chose de bien plus sombre sous la façade rose. Le lendemain, il convoque Ebara, Eiru et Satoshi à la salle du club pour une réunion, c'est important. Il entre dans la salle du club et les trouve déjà assis. Quand Ebara lui demande pourquoi il les a convoqués aujourd'hui, il répond qu'il y a une partie de l'histoire qui ne s'est pas encore révélée et qui est enveloppée de mystère, un vrai secret. Hiru le regarde avec des yeux pétillants et lui dit que même elle a l'impression qu'il manque quelque chose à l'histoire. Otaro lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils pourront combler les lacunes aujourd'hui et enfin connaître toute l'histoire, c'est promis. Ebara demande de quelle lacune il parle et Satoshi lui demande si sa théorie est fausse. Otaro répond qu'il ne pense pas que son histoire soit fausse, mais qu'il y a certainement des nuances qui l'ont poussé dans la mauvaise direction, c'est clair. Il affirme qu'il devrait enquêter davantage sur la préface de Yuka, qui utilise le mot sacrifice. Il prétend que le sacrifice peut être utilisé de manière fière, mais aussi de manière vraiment triste, et ils doivent découvrir ce que le sacrifice implique ici. C'est crucial. Satoshi le regarde et lui dit qu'il serait impossible de simplement comprendre dans quel sens le mot a été écrit ici, et s'ils veulent en être sûrs, ils devront trouver l'auteur original. Otaro le regarde et lui dit que c'est exactement ce qu'ils vont faire, ni plus ni moins. Satoshi le regarde avec surprise et lui demande s'il connaît l'auteur. Il leur dit qu'il a fait quelques recherches et a découvert le nom de l'auteur. Il tend un papier à Ebara et lui demande si ce nom lui dit quelque chose, un indice peut-être. Ses yeux s'écarquillent alors qu'elle le regarde et dit que l'auteur de Yuka n'est autre que la bibliothécaire. Incroyable! Satoshi demande s'il est sûr que c'est la bibliothécaire, car beaucoup de gens peuvent avoir le même nom. Mais il répond qu'il a fait les calculs, et son âge correspond à la chronologie. Et quand il a posé des questions, il a découvert qu'elle avait 45 ans, et qu'elle faisait aussi partie du club de littérature classique. C'est une coïncidence frappante. Il leur dit ensuite de se dépêcher, car il a obtenu un rendez-vous avec elle pour parler, et elle devrait être prête bientôt. Ils rassemblent tous rapidement leurs affaires, sortent de la pièce, et se dirigent vers la bibliothèque. Ils entrent tous dans la bibliothèque pour trouver la bibliothécaire en train de ranger les livres, comme d'habitude. Elle leur sourit et leur dit qu'il lui reste encore un peu de travail, et si ça les dérangerait de lui parler pendant qu'elle travaille pour le moment. Ebara s'approche rapidement, et commence à l'aider avec les livres, tandis qu'Otaro évoque la préface de Yuka et lui demande si c'est elle qui l'a écrite par hasard. Elle le regarde et répond que c'est bien elle qui l'a écrit, puis dit qu'elle pense qu'ils sont tous là pour poser des questions sur ce qui s'est passé il y a 45 ans. Elle leur demande quel est leur intérêt pour les événements qui se sont déroulés il y a un demi-siècle, et pourquoi ils voudraient connaître une période aussi sombre, c'est curieux. Eiru répond que Siki était son oncle, et qu'elle veut savoir ce qui lui est arrivé toutes ces années. Elle demande à Eiru si Siki va bien, ce à quoi elle répond qu'il a disparu en Inde, et qu'il n'y a plus eu de nouvelles de lui depuis 7 ans. C'est terrible. Ils regardent tous Eiru, et lui demandent d'élaborer sur les événements qui se sont produits il y a 45 ans, et de leur dire si la théorie d'Otaro était correcte. Elle les regarde et demande de quelle théorie il parle, ce à quoi ils répondent qu'il a créé une hypothèse sur ce qui aurait pu se passer menant à son expulsion, c'est tout. Elle s'intéresse et leur dit à tous de la rejoindre dans son bureau. Une fois installée, elle prend les notes qu'Otaro a créées et les lit attentivement. Elle lui demande d'un ton surpris s'il a créé toute cette théorie uniquement sur la base de l'anthologie et lui dit qu'on dirait qu'il était là quand tout s'est passé, c'est presque parfait, c'est fou! Otaro, cependant, lui dit qu'il pense qu'une partie de la théorie est incomplète et il aimerait savoir si Siki a accepté l'expulsion au nom de tous les élèves et si l'école l'a fait volontairement ou s'il y a quelque chose de plus à tout cela, un secret peut-être. Elle baisse les yeux tristement et lui dit qu'il a raison et qu'une partie de l'histoire manque. Elle se souvient de l'incident quand elle était bien plus jeune et venait juste d'entrer au lycée. Les festivals scolaires étaient un événement majeur à l'époque et toute la ville débordait d'élèves qui voulaient y assister ou participer aux festivités, c'était la folie. L'atmosphère était électrique,
et le festival scolaire était fondamentalement l'une des choses les Selon plus elle, importantes cependant, pour l'année n'importe où quel elle est élève entrée de au cette lycée, époque. le festival scolaire Un est allé un peu événement trop loin, et il y a eu incontournable, des quoi. affrontements entre les élèves, ce qui a conduit le directeur à lâcher une bombe sur les élèves et à décider que le festival scolaire devait être réduit de 5 à 2 jours, avec de nombreuses restrictions imposées aux élèves. C'était un choc. Toute l'école est entrée en ébullition, il y a eu des rassemblements et des banderoles, au point que c'est devenu un véritable mouvement, où les élèves ont essayé de s'imposer dans l'école et de faire valoir leur volonté auprès du directeur. Ce mouvement avait besoin d'un visage derrière lequel les gens pouvaient se rallier, mais il était clair que le leader du mouvement serait sévèrement réprimandé une fois que tout cela serait terminé. C'est la dure réalité. La personne qui a réellement mené le mouvement a fini par cacher son identité, ce qui a plus ou moins forcé Siki à s'attribuer le mérite du mouvement et à en payer les pots cassés. Selon elle, Siki était un individu tranquille qui détestait tout conflit, donc il n'a pas vraiment pu se défendre, le pauvre. La protestation a pris de plus en plus d'ampleur, au point que le corps enseignant a été contraint de rétablir le festival de 5 jours, au lieu d'en faire une épreuve de 2 jours. Cette nuit-là, les élèves ont brûlé leurs banderoles et affiches dans un immense feu de joie à l'intérieur de l'école pour célébrer, mais cela a rapidement dégénéré, et l'un des anciens bâtiments scolaires a été réduit en cendres. Quel désastre! Il a fallu toute la nuit aux pompiers pour éteindre l'incendie. Le lendemain, les professeurs avaient besoin de quelqu'un pour faire un exemple, et quelle meilleure personne que le visage du mouvement! Ils ont fini par expulser Seki de l'école, et pas un seul élève n'est venu à sa défense. C'est triste à dire. Tout le monde est resté silencieux, et a laissé Seki être offert en agneau sacrificiel. Il n'y avait rien d'héroïque là-dedans. Absolument rien. Ils ont tous regardé l'un de leurs camarades être sacrifié sous leurs yeux, pendant qu'ils criaient à l'aide. Mais tout le monde a fait la sourde oreille. C'est terrible. Elle les regarde, et leur dit que c'est toute l'histoire, et leur demande s'ils ont d'autres questions. Hiru se lève et demande le nom du numéro 2, Yuka. Elle répond que Yuka était le nom choisi par Seki lui-même, et qu'elle n'a aucune idée de la raison pour laquelle il a choisi ce nom, c'est un mystère. Soudain, Otaro finit par soupirer. Il regarde le sol et leur demande comment ils n'ont pas pu voir ce que cela signifiait. Ils le regardent tous avec anticipation, voulant savoir ce que cela signifie réellement, c'est intriguant. Il répond que le mot Yuka n'est rien d'autre qu'un jeu de mots un peu bête. Tout le monde le regarde surpris, mais lentement la bibliothécaire comprend, et même Ebara et Satoshi semblent réaliser ce que c'était. Mais Hiru semble toujours aussi perdu qu'avant, la pauvre. Elle lui demande ce qu'il veut dire exactement, et Otaro le lui explique en termes clairs et l'écrit sur un morceau de papier qu'elle lit, et ses yeux se remplissent de larmes. Yuka, traduit directement en anglais, signifie crème glacée. C'est incroyable. Il a intentionnellement nommé le numéro Yuka parce qu'il voulait cacher ses vrais sentiments sur toute cette épreuve dans le livre. Il a écrit Yuka comme un jeu de mots sur la crème glacée qui menait la protestation. car ce qu'il voulait réellement dire, il voulait créer après les autres élèves de ne pas l'avoir aidé. Je crie. Elle lui dit que maintenant elle se souvient pourquoi elle a commencé à pleurer, c'est clair. Elle pleurait parce qu'il lui avait dit que parfois, tes amis te tourneront le dos, même quand tu crieras à l'aide, ils te regarderont juste te faire dévorer vivant, et tout ce que tu pourras faire, c'est crier. L'idée d'être dévorée vivante l'a effrayée au plus profond d'elle-même, et elle a commencé à pleurer à cause de ça, c'est terrible. Elle regarde ensuite Otaro, et le remercie d'avoir résolu ce mystère pour elle, car maintenant elle peut enfin laisser partir son oncle et être en paix avec elle-même. Le lendemain, ils se sont tous retrouvés dans la salle du club, et cette fois, Ebara a également créé une ébauche de l'anthologie, c'est super. Elle le présente à Hiru, qui l'aime beaucoup, et le tend à Otaro, qui le parcourt et se plaint de devoir écrire toute la partie principale de l'histoire. Ebara le regarde malicieusement et répond que c'est lui qui a résolu tout le mystère, donc c'est tout à fait normal qu'il écrive la partie principale de l'histoire. Comme un trophée, quoi. Hiru, en bonne waifu qu'elle est, dit à Otaro que s'il ne veut pas l'écrire, elle peut le faire pour lui, et évidemment, il saute sur l'occasion. Mais elle est arrêtée par Ebara, qui lui dit qu'il l'écrira lui-même, point barre. Otaro la regarde agacée, mais finit par céder, car elle lui dit de commencer immédiatement à travailler sur le plan de l'histoire, car ils n'ont pas beaucoup de temps, et il lui dit qu'il le fera. Plus tard ce jour-là, Otaro et Hiru décident de rentrer chez eux ensemble, et en marchant, elle lui dit qu'elle était surprise qu'il ait accepté le travail d'écriture de l'article de l'anthologie, c'est étonnant. À cela, il répond qu'il n'a pas accepté d'écrire, il a juste été forcé par les autres, et il n'a pas pu s'en sortir. Impossible. Et il a pensé qu'il le dédierait à Seki en hommage à lui, et à la tragédie qui lui est arrivée. C'est la moindre des choses. Il la regarde soudain, et lui demande pourquoi elle a accepté l'aide de Satoshi et Ebara, alors qu'elle était si réticente à révéler son passé à d'autres personnes. Elle baisse les yeux vers le sol, et répond qu'elle ne leur a parlé de son passé que parce qu'elle ne voulait pas oublier que cela comptait pour elle, c'est tout. Elle explique que sa mère lui a dit que bientôt, dans quelques années, tout cela lui semblerait dérisoire, et qu'elle rirait d'avoir un jour donné tant d'importance aux mots de son oncle qui l'avait fait pleurer. Cela l'a poussée à réfléchir à sa vie, se demandant si elle ne devrait pas simplement laisser tomber cette histoire, qui ne la concernait pas vraiment. Mais après avoir discuté avec Otaro, elle a compris qu'elle voulait se souvenir de ce moment, même minime, le garder précieusement dans son cœur pour toujours. Les vacances d'été ont enfin débuté,
Eru a finalement réussi à convaincre Otaro de les suivre aux sources chaudes pour une escapade bien méritée et rafraîchissante. Tous sont montés dans un bus, s'éloignant de la vie trépidante de la ville pour la campagne, calme et sereine. Otaro, notre casanier invétéré, a évidemment eu le mal des transports, n'étant pas habitué à voir le monde extérieur. Une fois descendu du bus, il est verdâtre et nauséeux. Abara lui dit de tenir bon. Ses cousins du coin ont une auberge. Ils peuvent y loger gracieusement, car des travaux les empêchent d'accueillir d'autres clients. Ils attendent la camionnette qui arrive enfin. Une fois à l'auberge, Otaro est si mal qu'il peine à en sortir. Abara leur présente ses deux jeunes cousins, Rai, l'aîné, et Kayo, la cadette. Un duo charmant, espérons qu'ils ne soient pas aussi malades que lui. Après les salutations d'usage, on les conduit à leur chambre pour qu'ils puissent se rafraîchir. Satoshi, toujours aussi énergique, montre à Otaro la vue imprenable. Et surprise, même Otaro, d'ordinaire si blasé, admet que le paysage est d'une beauté incroyable. Mais avant qu'ils ne puissent en profiter davantage de la chambre, Abara les appelle pour le dîner. Ils descendent, partagent la chlorpa, puis Otaro retourne dans sa chambre. Il comprend que Satoshi est parti aux sources chaudes et décide Satoshi de se prélasser dans sa chambre devant la télé. Où est-il donc passé, l'ennui ce le gagne petit vite. Diable. Après tout, il est venu ici pour ça, non? Alors même lui, le grand Otaro, va s'offrir un bain relaxant. Il prend ses serviettes, sort de sa chambre, croisant Eiru. Il lui demande où elle va. Elle aussi se dirige vers les sources chaudes. Ils marchent ensemble. Eiru remarque qu'Ebara est vraiment épanoui ici, parti jouer avec ses sœurs, d'où son absence au bain. Ils se dirigent vers leurs bains respectifs. Otaro se glisse enfin dans l'eau chaude pour se détendre et y retrouve Satoshi. Ils échangent dans quelques banalités, quand soudain Otaro est pris de vertige. Satoshi doit le sortir en urgence et le ramener à sa chambre. Ebara et Satoshi l'aident à installer un matelas, l'y allongent et le couvrent d'une couverture pour qu'il se repose. Peu après, Hiru entre dans la pièce, inquiète, et lui demande s'il va bien. Otaro répond vivement qu'il va bien, et se tourne pour parler. Hiru se lève alors et lui explique qu'ils sont tous dans la pièce d'à côté, à se raconter des histoires de fantômes. S'il se sent mieux plus tard et veut se joindre à eux, il est le bienvenu, bien sûr. Quelque temps après, Otaro les entend échanger des récits. N'ayant rien de mieux à faire, il tend l'oreille. Il surprend Ri raconter une vieille légende. Il y a fort longtemps, un homme tourmenté arriva à cette auberge et s'appropria la chambre numéro 7, située dans l'autre bâtiment. Il l'avait payée d'avance et y séjournait constamment. Il ne se montrait ni pour le déjeuner, ni pour le dîner, et avait formellement interdit au personnel d'approcher sa chambre. Une nuit, les clients de l'auberge entendirent un hurlement terrifiant. Ils accoururent et trouvèrent une femme à genoux, horrifiée. L'homme de la chambre 7 pendait, inerte, au bout d'une corde. Il s'avéra qu'il avait détourné une somme colossale d'une entreprise. Son affaire ayant périclité, sans moyen de rembourser, il avait mis fin à ses jours. Ri poursuit, depuis cet incident, quiconque séjourne dans cette chambre voit la silhouette d'un homme pendu au plafond. Et une fois, un client y est tombé subitement malade et est mort sur le coup. Brrr, ça donne des frissons. Quand la situation devint intenable, l'aîné de la famille fut appelé. Il fit venir un exorciste qui accomplit des rituels pour que l'esprit maléfique rejoigne le ciel. Un nouveau bâtiment fut érigé juste en face. Désormais, personne n'y va, et l'ancien est laissé à l'abandon. Otaro se lève et jette un œil par la fenêtre, vers la chambre maudite. Des frissons lui parcourent l'échine. Il referme les rideaux. Soudain, il aperçoit une petite ombre filée hors de l'auberge. Il n'y prête pas attention et se rendort aussitôt. Le lendemain, il se réveille devant un spectacle d'une beauté inouïe. Mais Otaro, peu sensible à ces futilités, se rafraîchit et descend prendre son petit déjeuner. Otaro demande ce qui s'est passé. Et là, répond que la nuit dernière, de voir minuit, une rafale de vent l'a terrifié. En se retournant pour fermer la fenêtre, collé à dans la chambre 7, la silhouette d'un homme pendu au plafond. Une vision d'horreur. Tous s'installent pour le petit déjeuner. Ri se moque d'Ebara, affirmant qu'elle a dû tout imaginer, à force de raconter des histoires effrayantes, mais Ebara insiste, catégorique. Elle l'a vu de ses propres yeux. C'est une certitude absolue. Maya est visiblement très mal à l'aise. Elle rappelle à Rai que leur père leur a interdit de raconter cette histoire. Mais Ri n'en tient absolument pas compte. Hiru se penche vers Otaro, curieuse, et lui demande son avis sur toute cette affaire. Otaro pense qu'Ebara a tout imaginé, mais Hiru le contredit. Elle n'a rien pu imaginer, car elle aussi a vu la silhouette pendue. Otaro la regarde, perplexe. Hiru explique qu'Ebara, terrifiée par ce qu'elle a vu, l'a réveillée, et en regardant par la fenêtre, elle aussi l'a aperçue. Otaro, toujours aussi peu impressionné, insiste. Même Hiru a dû se méprendre. Cela met Ebara hors d'elle. Elle le défie de lui dire ce qu'elle a bien pu voir à cette fenêtre, si ce n'était pas la silhouette d'un homme pendu. Hiru, piqué par la curiosité, le force à l'aider à tirer cette affaire au clair. Il retourne dans la chambre d'Otaro,
où il lui pose une série de questions précises sur ce qu'elle a vu. Ils décident ensuite d'aller inspecter la chambre 7 et demandent à Maya de les y mener. Dès qu'elle entend parler de la chambre 7, Maya devient très mal à l'aise, refuse de les y emmener et s'enfuit. Ils descendent alors sous la fenêtre. Otaro remarque qu'il a dû pleuvoir la nuit dernière, mais avant qu'il ne puisse approfondir, Maya réapparaît, annonçant que c'est l'heure du déjeuner. Il retourne déjeuner. Une fois le repas terminé, Ri apparaît, vêtue d'un magnifique kimono qu'elle adore. Satoshi prend Otaro à part et lui confie que Maya l'aime aussi beaucoup, mais que Ri ne la laisse jamais l'essayer. Otaro, indifférent, répond qu'il s'en fiche, quand soudain il sent un regard dans son dos. Il se retourne aussitôt, mais la porte est vide. N'ayant aucune idée de ce qui a pu se passer, il décide d'aller aux sources chaudes avec Hiru. Dans l'eau, il retrouve Satoshi, qui lui lance, l'air de rien, que la veille, les tambours ont battu tard dans la nuit. Il est même étonné qu'Otaro ait pu dormir malgré ça. Otaro regarde autour de lui et demande si c'était hier le festival d'été local. Satoshi confirme. Enfin, Otaro semble assembler les pièces du puzzle. Il retourne avec Hiru et lui explique que ce qu'elle a vu n'était pas un pendu, mais la silhouette d'un kimono en train de sécher. Hiru est surprise. Otaro développe. Ri ne laissant jamais Maya toucher ses affaires, cette dernière a pris son kimono sans demander et est allée au festival hier soir. L'ombre qu'il a aperçue la nuit dernière, c'était elle, courant hors de l'auberge. Mais sa chance tourna. La pluie se mit à tomber, la forçant à rentrer. Le kimono était trempé. Maya était paniquée, sachant que Ri le remarquerait au petit matin. Alors elle s'est faufilée dans la chambre 7, déserte, et y a suspendu le kimono pour le faire sécher. C'est donc ce qu'Hiru et Ebara avaient vu, et qui les avait tant effrayés. Tout prenait sens. Hiru, une fois de plus, était bluffée par les talents de déduction d'Otaro. Elle regrettait que Maya ait dû en arriver là pour un simple kimono, mais les voit au loin, s'entraidant. Elle court vers eux au coucher du soleil, heureuse de les voir s'entraider comme de vrais frères et sœurs. Otaro, lui, marche lentement, redoutant déjà les prochains mystères que l'avenir ne manquera pas de lui jeter à la figure.